Cette semaine, dans le balado, on fait la vaisselle, on vend des œufs et on se fait pourchasser par un ours. Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Salut, c'est une petite journée, ça, finalement. Ouais, c'est ça, quand même, assez rempli. Écoute, c'est une semaine où il y avait un film qu'on avait très hâte de voir. Oui. Un qui piquait notre curiosité. Oui. Puis un qui a comblé, je pense, notre nostalgie. Oui, voilà. Ça, je pense. Mais c'est drôle, là, je sais pas si le monde font le lien, c'est tous des films qui peuvent être nostalgiques parce que Le Plongeur se déroule début 2000. C'est vrai. Moi, c'était le début de mon adolescence, j'avais 16-18 ans à peu près. Coke and Bear se déroule dans les années 80, fait que ça, c'est ma jeunesse. Ma naissance. Puis, 85, tu devais pas être super vieux. Donc... J'avais 9 ans. OK. Ouais. Ah, déjà, OK. Puis, sauf que l'autre, Coco Ferme, est très contemporain. Il se déroule aujourd'hui, mais là, c'est lui qui fait le plus appel à notre nostalgie, finalement, des contes pour tous. Alors, avant d'aborder ces sorties de la semaine, un petit tour d'horizon d'actualité. Ouais, moi, j'ai pas eu le temps de faire le tour, fait que je vais réagir à chaud. D'accord. Ce que tu vas me dire. Bon, ben allons-y avec une nouvelle surprenante, peut-être, pour les amateurs d'adaptation de bande dessinée au cinéma. On a déjà eu droit à 2 incarnations différentes du personnage de Hellboy. Et on a annoncé un reboot, on repart la franchise malgré les insuccès de la dernière version. L'affaire, c'est que je pense pas que c'était le comédien le problème, parce que je pense que David Harbour était très bon dans ce casting-là, comme Ron Perlman l'était aussi. Tout à fait, je pense que les fans avaient bien apprécié son incarnation. Mais une histoire un peu... un scénario assez classique, puis je sais pas, en fait, peut-être que la réponse, c'est juste, c'est un succès niche, là. Pas Pearl Harbor, je suis mêlé avec David Harbour. Hellboy. Ouais. C'est un succès niche, là. C'est très populaire, là. J'oublie comme des PRD, quelque chose comme ça, là. Leur agence. L'agence, qui cherche les démons et ces affaires-là. Mais oui, c'est populaire, mais tu sais, très limité. Fait que tu peux pas t'attendre à faire comme 200 millions avec ces films-là. C'est une bande dessinée quand même indépendante à l'origine, là, donc qui n'était pas installée. C'était déjà un miracle qui en ont fait une adaptation. C'est quand même Guillermo del Toro là, qui était derrière ça. Fait que je pense puis là, il y avait du neuf, puis c'était à une ère qu'il y avait pas autant de films de super-héros que maintenant. Là, tout à fait. Un super-héros à sa façon. Là. Fait que l'autre est comme passé dans le beurre. Puis honnêtement, je suis un grand fan des BD aussi d'Hellboy qui sont très différents des films. Là. Ils sont beaucoup plus glauques. C'est très conte Europe de l'Est et tout ça. Là. Très macabre. C'est-tu autant... comédie noire? Non, il y a un peu d'humour noir, mais pas tant quand même. Okay. Les films nous ont allégé, mettons, et Del Toro avait fait vraiment autre chose, là, très, très loin de la bande dessinée. Mais là, on va revenir vraiment à l'essence même. Mike Mignola, donc le créateur de Hellboy, m'a même participé au scénario. Okay. On va s'inspirer d'une de ses courtes histoires, parce qu'en général, les histoires d'Hellboy, c'est comme des nouvelles un peu, là. C'est pas des grandes bandes dessinées. Fait que les recueils, c'est souvent plusieurs petites histoires, là, mises ensemble. Donc, on va voir ça. Normalement, l'an prochain, le tournage commence très bientôt. Réalisé par Brian Taylor, qui nous avait donné les excellents Ghost Rider. Fait que je ne suis pas très convaincu du résultat. On n'a pas de casting annoncé encore. Là. J'ai l'impression qu'ils vont réserver ça pour un prochain communiqué pour essayer de créer du buzz. Là, c'est-tu le genre de film que, en plus, pour être bien fait, il faudrait que ça coûte quand même genre peut-être 80 millions de dollars. Puis que là, ils vont essayer de le tourner à 45 millions en prenant tous des acteurs B ou peut-être très bons, mais pas connus du tout. Puis après, ils vont dire, voyons, pourquoi ça n'a pas marché? Ça pourrait être, je pense que l'approche est peut-être d'aller avec un visage moins connu du grand public. Je pense que ce serait peut-être intéressant. Là, comme ça, tu as moins des préconçus envers le personnage. Mais non, j'ai pas de détails en termes de budget et tout ça. Fait que, mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça surprenant parce que quand même, je pense que c'est 2019, la version avec David Harbour. Ou de 20 peut-être. Ouais, c'est ça. C'était peut-être, je me demande si c'était pas début 2020, juste avant la pandémie. Fait que c'est quand même un peu audacieux de repartir ça aussi rapidement. Après un échec, de même, tu sais. Passer à autre chose, je suis désolé. C'est ça. Sinon, parlons aussi de Paris audacieux. Okay. Warner Brothers ont renouvelé leur entente avec Middle Earth Enterprises pour faire des films tirés de l'univers de Tolkien. Ouais. Donc, on aura droit à de nouvelles productions. Mais c'est pas un reboot du Seigneur des Anneaux comme tel. Ils l'ont pas dit,
Écoute, est-ce qu'on est à l'abri de ça? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on va vouloir juste aller jouer dans le carré de sable, aller ailleurs, ou faire une suite directe peut-être au Seigneur des Anneaux? J'aimerais mieux ça, là, le refaire, là. C'est pas assez vieux pour... Non. Mériter ça, là, Puis, tu sais, ça a été quand même très iconique, là. C'est comme refaire Retour vers le futur. Ou, je voudrais pas être le réalisateur, réalisatrice attaché à ça. C'est clair. Mais Peter Jackson dit qu'il est temps pour parler. Dans les dernières années, là, tout ce démarchage-là était mis au fait, là, au courant. Donc, est-ce qu'il va être impliqué? Est-ce que... Donc, restera tout ça à suivre, là. Mais évidemment, Warner, on le sait depuis quelques mois, là, on tente de ressortir leur vache à lait. C'est ça. Avec Harry Potter et tout ça aussi. La donc, série sur les Anneaux du pouvoir, c'est ça. Mais c'est pas affilié à Warner. C'est juste affilié à Middle-earth avec... C'est affilié avec MGM, en fait. Donc, eux, ils ont les droits pour adaptation télévisuelle. OK. Et Warner a les droits cinématographiques avec New Line Cinema, qui est leur bannière. Okay, donc, Middle-earth Enterprises a comme scindé les droits en deux, finalement. Encore plus d'argent qu'ils ont dans leur coffre, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Ben, tant qu'ils font quelque chose de qualité et qui ne nuit pas à l'image de marque. Là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous pondre avec ça. J'imagine dans les prochaines années. Ouais, ben là, c'est le genre de film que ça prend du temps à tourner, à monter, à effet visualisé. Tout à fait. Sinon, James Cameron, qui est très occupé ces temps-ci, a quand même lancé une petite bombe, en fait. Il a dit qu'il prendrait probablement une pause entre Avatar 3 et 4 pour réaliser un autre film. Et ce serait son premier film original depuis Titanic, hormis Avatar. Mm-hmm. Donc, quand même, on sait qu'il a tourné beaucoup de documentaires, mais donc reviendrait à un autre genre complètement différent. Ce serait l'adaptation d'un roman de Charles R. Pellegrino, The Last Train from Hiroshima, où il raconte le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, vu par les survivants, en fait, là, de tout ça. Donc, ça se peut-tu qu'il y a juste une seule personne qui a littéralement survécu aux deux? Effectivement, c'est ça. Mais qui était, dans le sens qu'il était dans ce coin-là, j'imagine. Oui, et il l'a rencontré d'ailleurs, justement, au début des années 2010-11. Je pense qu'il est décédé en 2017, j'ai vu. Donc, il a eu le temps de lui parler, j'imagine, de se documenter pour ce projet-là. Puis ça fait quand même, c'est ça, il disait, là, une quinzaine d'années qu'il avait acheté les droits puis qu'il voulait faire de quoi avec ça. C'est drôle. Donc, au moment où Avatar 2 est sorti, il a annoncé que finalement, ce serait lui qui s'occuperait du 4 puis du 5. Alors qu'au début, il était supposé passer le flambeau. Il a vu le succès, il a dit « Ah non, finalement, je vais les faire. » Là, il a dit « Je vais les faire, mais pas de suite. » Ou en fait, probablement quand le film va être en post-production, j'ai comme 2 ans de travail, de montage et tout ça, probablement qu'il y a le temps d'aller tourner un autre film puis superviser un petit budget à 120 millions, mettons. Genre, probablement. De la monnaie pour lui. De la petite monnaie. Sinon, c'était les BAFTA, la remise des prix des Oscars britanniques. Donc, quand même, il y a une grosse surprise. T'as-tu vu ça passer? Ben, je me souviens que c'est peut-être All Quiet on Western Front, qui est le film Netflix, on peut les titrer comme ça, quand même passé. Raflé la mise, 7 prix quand même, dont meilleur film et film étranger, donc dans les deux catégories. C'est un film allemand à la base. Réalisateur, scénario. Alors, je pense que ça a comme causé un peu une commotion. Je pense qu'il n'y a pas autant de gens qui croyaient qu'il y avait des chances, parce que justement, vu que c'était un film Netflix, on entend un petit peu moins parler. Puis, je pense qu'il y avait peut-être une nomination aux Golden Globes, ou il n'y avait pas autant de prestige, disons, qu'un Fabelmans ou Everything Everywhere All at Once. Alors, on verra bien pour les Oscars le 12 mars si ça va se concrétiser en d'autres victoires aux Oscars. Ben, c'est sûr, on avait déjà parlé. Aux Oscars aussi, il y a 10 ou 11 nominations. Ah non, peut-être pas 10 ou 11, ça c'est Everything, mais genre 8-9 quand même. Beaucoup dans les catégories puis techniques le fait aussi. Que c'est ça, il ressort, il n'est pas seulement dans le film étranger, il est dans plein d'autres catégories. Puis je pense que déjà, ça annonce qu'en film étranger, c'est probablement lui qui va gagner, parce qu'il arrive à sortir à ce point-là de cette catégorie-là, versus des films comme Close, qui sont excellents, mais que on dirait que soudainement, c'est pas de compétition comparé l'un à l'autre au niveau du prestige. Fait que faudrait bien que je l'écoute. Moi aussi, je l'ai pas encore eu la chance de l'écouter, mais c'est sûr que je vais le faire en fonction de notre pool d'Oscars qu'on va lancer. D'ailleurs, faudra...
Bon, on a encore statué. Ouais, mais quand est-ce qu'on enregistre ça et tout, puis que je me mette à jour, parce que ça arrive plus tôt que tard. Je pense que c'est le 12 mars. C'est la semaine prochaine, mon ami, qu'il faudrait faire ça. Ouais, c'est ça. OK. Au travers de plein d'entrevues de films et tout. OK. Gros mois de mars. Voilà. Gros hiver. Et sinon, pour les amateurs, je t'en parlais de Everything Everywhere All at Once. A24, la société de production derrière le film, a mis une mise en enchère de plusieurs objets, costumes, accessoires du film. Donc, des enchères qui se tiennent jusqu'au 2 mars, 15 heures, pour ceux qui auraient peut-être des sous à investir. Mais sortez votre portefeuille parce que les prix là, sont assez intéressants quand même. Ben, en plus, une enchère de une semaine, ça a le temps de monter davantage que si c'était comme un 12 heures que tu peux manquer. Tu sais. Ouais. Là, tu me disais, moi, j'aurais aimé ça, le caillou avec les yeux. Là. C'est combien en ce moment? La dernière fois que j'ai regardé, c'était hier soir avant de me coucher, à 7500 US. US, ben oui, c'est ça. Ben oui, bien sûr, il faut le comptabiliser. Il y a le fameux trophée du butt plug de Jamie Lee Curtis qui a affiché sur son bureau. Donc, lui était à 10 000 OK. Moi, l'objet qui m'aurait le plus tenté, c'était évidemment le personnage de Rakakuni. Ouais, mais il a l'air d'être comme avec un chapeau. Là. Je pense que tu peux le mettre sur ta tête, ça se peut-tu? Ah, ça se peut. Il avait l'air d'avoir un petit assise comme pour l'installer. Ben oui, ça serait cool. Mais t'es pas le seul à le convoiter. Ben non, je pense que non, parce qu'il est rendu à 90 000 $ quand même. Et il reste encore quelques jours, alors ça va augmenter assurément. Que c'est assez fou. Mais si vous allez le voir, taper probablement Auction Everything Everywhere at Once. Donc, il y a comme 3 blocs d'objets. C'est quand même intéressant à voir. Il y a des ensembles de vêtements aussi, là, des garde-robes. Pas mal tous les costumes des personnages et tout ça. Donc, une trentaine d'objets et costumes en tout quand même. Tu sais, ce film-là a un succès culte déjà. Ça a comme... dans le fond, A24 avait déjà leur bassin de fans sectaires, pratiquement. Puis là, on a réussi à transcender ça. Fait que, je suis pas surpris que ça vire fou comme ça. Mais ce qu'on discutait un petit peu avant d'enregistrer, je sais pas qui... Je connais pas ces personnes-là qui achètent des fusils de Star Wars, pas des répliques, mais vraiment les props originaux à 450 000 $ US. Puis je sais pas, c'est des fans, mais millionnaires. C'est clair. Écoute, probablement des hommes d'affaires, médecins, avocats, peut-être des sportifs. Puis chez toi, ça te prend le beau lieu pour le mettre en valeur. Comme je dis, tu le mets pas dans un tiroir de cuisine entre 2 chargeurs de cellulaire et des vieilles batteries. Là, c'est clair. Dans le bac à jouets. Tu veux afficher tes trophées. Alors, puis là, juste un, ça a l'air niaiseux. Fait que dès que tu en as un, tu en as au moins 3-4 autres. Puis là, t'as-tu une thématique? Ah, moi, je prends juste des affaires d'Harrison Ford. Ils vont te coûter cher. Ça serait intéressant. Écoute, je sais pas si au Québec, il y en a un maniaque de même, mais ça serait intéressant à jaser un jour. Avec que le fan soit avec toi, le film de Star Wars, on avait su qu'aux alentours, il y en a qui ont ça juste pour Star Wars, mais ça inclut des figurines. C'est plus pas des tant jouets. C'est ça. C'est des objets dérivés qui ont une rareté. Là. Pas des props nécessairement. Je sais pas. Si tu gagnais $1 million, est-ce que déjà tu te garderais un 400 000 pour acheter... Non. Je serais pas assez maniaque. J'irais voyager à la place, mais faire 1 million par année... Là, je m'en achète peut-être quelques-uns. C'est ça. Mais les bons. Là, les bons, effectivement. Je ciblerais exactement ce que j'aime. Genre une des poules de Coco Ferme. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils ont fait avec les poules. Ça va être intéressant de jaser au réalisateur. J'imagine que c'est comme... un prêt, j'imagine. Comme quand t'as un chien, un cheval, n'importe quoi dans ton film. Là. Fait qu'il devait y avoir des superviseurs animaliers. Où ils ont fait un gros barbecue de fin de production. Ouais, c'est le catering dans le fond à chaque jour. Plus le film avance, moins il y a de poules. Non, c'est l'inverse dans le film. Fait qu'ils ont dû tourner dans le désordre. On y reviendra. Donc, moi, ça fait le tour de l'actualité, pour ma part. Bonne annonce. Rien d'extravagant. Un nouveau film d'horreur avec Russell Crowe. C'est ça. Fait qu'on va skipper cette partie-là cette semaine. Attaquons nos sorties.
allons-y. Justement, peut-être commencer avec Cocaine Bear, le film américain d'Elizabeth Banks qui raconte une histoire assez originale. Oui, tout à fait, qui vient d'un fait divers, là, on pourra en reparler après, mais ici dans le film, on est en 1985 et on va suivre plusieurs individus, des enfants, des adultes, des criminels, des policiers, des park rangers, là, des gardiens de parc, qui vont tous se croiser et s'entremêler dans un parc national de la Géorgie. Et il y a d'ailleurs ces criminels-là qui vont pour retrouver la cocaïne qui a été larguée par avion, mais pas en poudre, mais dans des sacs, avant le crash d'un avion. Fait qu'ils ont comme tout droppé ça en disant « Vous irez le rechercher pour faire leur fameux deal ». Mais ce qu'ils vont se rendre compte, c'est qu'il y a une ours noire qui a trouvé la cocaïne ou une partie de la cocaïne avant eux et qui est rapidement devenu accro à ce joyau nasal. Elle exhibite de drôles de comportements, plutôt agressifs. Fait qu'elle se retrouve dans une espèce de killing spree là, à tuer tout le monde qu'elle croise et surtout tous ceux qui sentent la coke ou qui sont approchés de la cocaïne. Fait que ça se prend pas plus au sérieux que ça. Bref, 1h30 de joyeux carnage, disons. Effectivement. Donc, la prémisse est là. C'est ce qu'on voit à l'écran. C'est quand même un film assez singulier à décrire, qui est un mix de plusieurs genres. On explore un peu les stéréotypes des films d'horreur des années 80, dans la mise en scène, là, justement, où l'ours, au début... Les meurtres sont quand même plus suggérés. C'est quand même assez gore aussi. Oui, c'est comme du gore drôle. Oui, donc il y a quand même un humour noir présent à tout ça. Ours noir, humour noir. Beaucoup de synthétiseurs aussi dans la musique, donc on nous plonge vraiment dans les années 85. Il y a un côté aussi teen movie, quasiment film familial là, aussi. La quête des enfants. Oui, c'est ça. Fait que moi, je dois avouer que j'ai été très diverti, mais je sais que ce ne serait pas pour tout le monde, donc soyez avertis avant d'aller voir le film. Parce que ça se compare à rien, honnêtement. Mais Elizabeth Banks, quand même, qui est plus connue comme actrice, là, peut-être le nom. Donc, on l'avait vu dans les Pitch Perfect, entre autres. C'est sa troisième réalisation. Ouais, c'est ça. Dont Pitch Perfect 2. La remouture de Charlie's Angel en 2019. Qui n'était pas si mauvais que ça, honnêtement. Non, ça n'a pas eu un grand succès, mais c'était très bien comme film. C'est ça. Donc, elle sait quand même très bien réaliser. Elle a un style visuel assez intéressant, un humour assez intéressant aussi. Son Charles Angel aussi, qui avait quand même un humour un peu noir par moment. Donc, quoi dire de plus? Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai aimé ça un petit peu moins que toi. Peut-être que je commence à être brisé, là, puis ça m'en prend plus pour m'impressionner. Justement, je trouvais qu'elle jonglait avec tous ces styles-là à la fois. Donc, amener, c'est quasiment slasher, comme l'ours est notre tueur, là, finalement. Qui peut surgir de nulle part sans que personne le voie venir et tout. T'sais. C'est comme le Jason dans les Vendredis 13. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a ça, il y a des moments... Mais le film en tant que tel ne fait pas peur. C'est vraiment une comédie d'horreur, comédie d'action. Je trouvais ça bien. À noter dans les comédiens, Kerry Russell, O'Shea Jackson, qu'on avait vu dans Long Shot puis dans Straight Outta Compton, Alden Ehrenreich, que j'étais là, voyons, c'est qui aussi, je l'ai vu, qui était le malheureux Han Solo là, de cette trilogie qui n'a pas eu lieu. Et Ray Liotta, on dit que c'est son dernier film, lui qui est décédé en 2022, mais selon IMDb, il reste 3 projets à apparaître, mais quoi que c'est peut-être pas des films, c'est peut-être des séries télé ou des TV movies, ou je sais pas trop. Là. Fait que du côté de Cocaine Bear, on dit que c'est son dernier film, mais il en reste d'autres. Je sais pas si tout le monde va faire ça jusqu'à temps que ce soit vraiment le dernier. Le film lui est d'ailleurs dédié là, à la fin. Mais le fait divers de tout ça, là, c'est qu'il y a vraiment dans ces années-là, je pense qu'il y avait droppé de la coke comme ça. En fait, le personnage qu'on voit, parce qu'on nous replace dans l'histoire avec des images d'archives, des vraies images de nouvelles de l'époque. Et donc, le nom qu'on a utilisé, c'est la vraie personne, dans le fond. Là. Donc, ce trafiquant de drogue qui est sauté en parachute, mais qui avait un parachute défectueux. Donc, il s'est juste écrasé au sol. Ce qui est très drôle, c'est que je pense que son corps a été retrouvé au Tennessee, mais l'avion en Caroline du Nord, genre, un avant de même. Fait que l'avion a continué un bon bout seul dans les airs. Évidemment,
dans le vrai fait historique, l'ours qui avait consommé de la cocaïne n'a pas tué des gens. Donc, rassurez-vous. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment la partie inventée pour le film. Mais il a été retrouvé mort, finalement. Oui, il a juste fait un arrêt cardiaque. Oui, c'est ça. Donc, il est exposé aujourd'hui. On peut le trouver, si jamais vous êtes dans le coin du Kentucky, au Fun Mall de Lexington. Donc, c'est le vrai Cocaine Bear qui est... C'est tellement américain, je trouve. Là. Ben, peut-être qu'on aurait fait pareil, là, mais c'est clair. Disons nord-américain, là, d'exposer ça dans un centre commercial. Hey, l'ours qui a fait de la coke. Ouais, donc, il avait ouvert 40 sacs quand même. Je sais pas s'il avait tout consommé, mais ouais, c'est ça. C'est des sacs de 1 kilo à la fois. Ouais. C'est beaucoup, là. Alors, comme producteur, je voulais juste mentionner, c'est quand même Phil Lord et Chris Miller. Alors, pour vous donner une petite idée, c'est ceux qui avaient produit les films de Lego, 21 puis 22 Jump Street aussi, Spider-Man, Across the Spider-Verse. Donc, ils baignent ça beaucoup dans la comédie, mais quand même, ils ont leur style d'humour un peu, là, un beaucoup peu dans le déjanté. Juste à côté de la traque. Ouais, c'est un peu décalé. Et puis, à l'origine, ils avaient approché les réalisateurs Matt Bettinelli-Open et Tyler Gillette de Scream pour réaliser le film, mais eux, ils ont finalement préféré prendre les rênes de la franchise lorsqu'ils ont reparti ça l'année dernière, là, Scream 5. Puis si vous posez la question, c'est un ours 100% CGI. Là, il n'y a pas de vrai ours qui a été utilisé pour ça. Je crois que c'était plus simple pour les besoins. Qui est correct d'ailleurs. Tu sais, c'est pas. On le voit un peu par moment, là. Ouais. Mais je pense qu'il faut approcher le film vraiment comme un trip de drogue. Allez-y. Il faut accepter la prémisse, puis juste embarquer dans la montagne russe là, que c'est. Là. Ça me rappelle un peu Machete dans le style. C'est un faux B-movie assumé. Ouais. Fait que, bref, ça vous place, c'est quel genre de film, là? Je pense que c'est un bon moment entre copains. Tout à fait. Allons-y avec le plongeur, Francis Leclerc. Oui. Alors, le 10 film peut-être le plus attendu du week-end, du moins au Québec. Le fameux livre de Stéphane Larue paru en 2016, qui est adapté par Francis Leclerc et co-scénarisé avec Éric Kaboulian, qui est de tous les projets quasiment depuis 1 an à peu près. On est au début des années 2000 ici, donc on remonte dans le temps finalement dans notre épisode tranquillement. On va suivre Stéphane, qui est un étudiant au cégep en graphisme, mais qui va démontrer un certain désintérêt et tomber tranquillement dans une spirale de mensonges. Lui qui est accro au jeu, au gambling, donc aux machines à sous principalement. Pour s'en sortir, il va se trouver un emploi comme plongeur dans un restaurant très trendy du plateau Mont-Royal, la Trattoria. Et il va découvrir en cuisine une nouvelle fonte, justement. Pas d'ours noir, mais de la cocaïne quand même. Oui. Mais il va découvrir, c'est ça, nouvelle fonte. C'est un emploi qui va devenir un peu sa nouvelle dépendance, à travailler le soir, sortir avec les autres, qui va essayer de l'éviter, lui empêcher de jouer. Mais est-ce que ça va vraiment être la solution à son problème? C'est ce qu'on va découvrir au fil du récit dans Le Plongeur. Donc, vraiment, Francis Leclerc, moi, j'ai pas lu le roman. Toi, tu l'as lu. Oui, moi, ça fait un certain temps déjà, mais... De mon appréciation, donc ne connaissant pas le roman, moi, j'ai vraiment plongé dans le film. Oui, c'est le jeu de mots, là, voilà. Vous allez l'entendre partout. Donc, non, je trouve que Francis a vraiment fait un excellent travail de nous... mettre dans l'ambiance de la cuisine, de nous montrer c'est quoi, cette frénésie-là, cette intensité-là, qu'on oublie parfois quand même quand on va dans les restaurants. Là, c'est assez quelque chose. Le film présente aussi justement le clash entre la cuisine et la salle à manger. Oui, qui est 2 tons complètement différents. Ouais. Le film est porté par Henri Picard, donc jeune comédien, fils de Luc Picard et d'Isabelle Richer, mais qui se forge sa propre carrière, qui avait joué d'ailleurs dans Les Rois Mongols, qui était son premier rôle dans le film de Luc Picard, et vraiment un jeune très charismatique, beau gosse aussi. Je pense que ça peut être notre Timothée Chalamet québécois. Il y a un peu cette vibe-là, je trouve, quand même. Hein? Ouais. Tant physiquement que dans sa sensibilité, sa timidité. Donc, vraiment, je pense qu'il y a un film à voir en fin de semaine. Si vous aimez le cinéma québécois, allez-y, encouragez-le, parce que ça mérite d'être vu. Et tous les comédiens, le casting est vraiment superbe aussi. Là. Ben oui, je peux... c'est peut-être pas tous des A-stars, mais c'est quand même tous des noms connus et établis pour la plupart. Il y a Maxime de Cotteret, qu'on avait vu
dans Ligne de fuite l'été dernier. Ouais, en contre-emploi, là, moi, ça m'a pris vraiment quelques scènes pour le remettre, le replacer. Ouais. Parce que là, il est comme plus l'espèce de dealer, un peu crosseur, mais qui a du cash, justement. Lui, il doit acheter des props de cinéma. Là. Ça se peut, là, avec une espèce de back-coiffe avec des petites mèches. Le look George Michael, un peu. Ouais. Début 2000, là, avec un char monté, puis tout. C'est lui qui sort dans des gros clubs. Charles Aubé-Hood, que lui, on n'a pas vu... moi, je savais pas c'était qui, mais qui joue le rôle de Bébert, donc qui est un des personnages probablement le plus coloré en cuisine. Un espèce de nounours au bon cœur. Mm-hmm. Joan Hart, qui est moins connue ici, mais qui joue une cuisinière ontarienne, là, dans le fond. Franco-ontarienne, ouais, c'est ça. Ou peut-être juste anglophone, mais qui parle français. On ne sait pas. Ah ouais. Fayolle Jean Junior, qui est un des chefs cuisiniers. Guillaume Lorrain, qui joue son cousin. Jade Charbonneau, que... Francis Leclerc avait mis en rôle vedette dans L'Arracheuse de temps, son précédent film, qui joue l'ex-copine du personnage d'Henri Picard. Il y a Emmanuel Schwartz aussi. Toutes des caméos, pas des caméos, mais des petits rôles, mais de comédiens très établis. Là, je pense à Schwartz, justement, et Guillaume Lorrain. Moi, j'ai adoré ce film-là, on s'en cache pas du côté de Francis Leclerc. Lui, c'est quelqu'un qui a fait son éducation par le cinéma. Fait que lui-même, sur ses plateaux de tournage... donne plein de films, des to-do à écouter ces films-là. Il donne ça à sa direction artistique, ses décors, ses costumes. C'est cette ambiance-là qu'on veut. Fait que dans ce cas-ci, il était allé dans les films plus noirs, plus des petits criminels des années 90. Il parlait de Martin Scorsese comme Mean Street, puis Goodfellas aussi. Goodfellas, c'est ça, des trucs comme ça. Il y avait Henri Picard disait qu'il avait mis Donnie Darko, par exemple, dans sa liste, qui est plus début 2000, justement. Ça me fait... c'était un des films, moi, notamment, là, qui m'avait ouvert un cinéma un peu plus différent, un peu plus... fantastico, sci-fi et tout. Là. Sur un jeune homme aussi un peu introverti qui vit quelque chose en marge de son entourage, qui est un peu le cas pour le plongeur. Fait que c'est pas un film qui est fondamentalement sur le gambling puis l'addiction au jeu. Il va l'expliquer, on va le voir comment il ressent par des effets des jeux de caméra, des effets de plateau vraiment très intéressants, mais subtils à la fois. Je passe du coq à l'âne, mais il y a un making-of du film qui existe sur la plateforme Crave. Il y a une entente qui a été prise avec la production et c'est sur le côté gratuit, pas besoin d'être abonné. Fait que ça rappelle l'équivalent de tout ce qu'on voyait sur les DVD là, depuis justement les années 2000 et que Francis disait que ça lui manquait justement, lui fan qui doit posséder une bonne vidéothèque justement chez lui. Fait que ils ont fait ça et c'est réalisé par son fils à lui qui a fait le making-of. Fait qu'on voit beaucoup là, le travail des grues. C'est une cuisine qu'ils ont reconstruite parce qu'une vraie cuisine de restaurant comme ça, c'est super exigu. C'est ce qu'on veut, mais c'est pas possible de tourner avec 40 personnes. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on a construit une fausse cuisine qu'on peut enlever les murs, promener la caméra, s'installer selon les besoins. T'sais. Et d'ailleurs, c'est fascinant à voir les images de coulisses de production de cette cuisine-là et à l'écran, on n'y voit que du feu. Oui, là. absolument, c'est ça. Oh oui, ça a l'air 100% vrai. Fait que, non, c'est vraiment fascinant. Tu sais, autant Francis est un super bon technicien pour ça. Il voit bien, je pense, dans sa tête, puis il arrive à bien remettre à l'écran et en réel la vision qu'il y a d'un film et d'une scène. Autant il va super bien diriger ses comédiens, puis c'est toujours ce qui transparaît, c'est des plateaux très chaleureux, très amicaux. Et je pense que dans un film comme ça, c'est super important parce que c'est ça un peu une brigade de cuisine. Oui, on est dans une dynamique qui disent hey, face de cul, passe-moi telle affaire. Mais au fond, on va à la guerre ensemble. Puis après, on va prendre une bière. Puis on est tous chums, même si on a toutes peut-être des perversions, des intérêts différents. Mais chaque soir, on affronte les clients ensemble d'une certaine façon. Puis autant au service qu'en préparation. Là. Et soir après soir, donc il faut le souligner quand même, c'est assez milieu de travail assez intense. D'ailleurs, on a un épisode spécial avec l'équipe du plongeur et Francis comparait ça justement aussi à un tournage de film avec les techniciens, toute l'équipe aussi. Oui, là, donc, cette espèce de fond de bigarré-là qui se rassemble pour un projet commun. Tout le monde doit ramer dans la même direction. Sur des grosses journées d'efforts et tout. Là. Donc, je trouvais le parallèle vraiment intéressant. Donc voilà, d'autres choses à rajouter
Non, j'essaie de voir si on était assez clair sur est-ce que ce film vous intéresse ou pas. Moi, je pense que c'est un film qui peut être iconique à sa façon. Je veux pas que ce soit très péjoratif, mais c'est pas un chef-d'œuvre nécessairement. C'est pas un film parfait sur tous les points. Je pense que c'est une très bonne adaptation du scénario. Certains auraient pu vouloir quelque chose de plus tendu, de plus angoissant, là, un peu à la Uncut Gems ou quelque chose comme ça, mais même le livre allait pas là nécessairement. Là. C'est pas des dettes de jeu, c'est plus des dettes de jeu puis un petit mensonge, mais amener, faut pas qu'il rembourse comme 50 000$ puis on va le tuer sinon. On se rend pas là, c'est pas ça c'est pas ce qui est arrivé à Stéphane dans sa vie, heureusement, t'sais. Mais à son entourage qui dit, puis les études, ça va bien, ah oui, c'est ça, ça va bien, j'y vais encore, mais dans le fond, il va pas partout, travailler 4 soirs par semaine, puis dès qu'il croise une machine à sous, je veux juste aller jouer 20 minutes, et il joue 4 heures de temps, puis tu sais, ce problème-là d'addiction, finalement, tu sais. Fait que, mais je pense que ça peut être iconique, ça peut être un film marquant aussi pour Henri Picard, qui est un jeune comédien qui débute sa carrière, pour Charlot Béhoud également, tu sais, fait que je pense que ça va être un des incontournables de cette année, peut-être même de la décennie, là, assurément, pour le cinéma québécois. Donc, tout à fait, c'est un film techniquement très solide, bien joué, bien écrit. Effectivement, on n'est peut-être pas un film marquant comme Crazy, quelque chose comme ça. Ça va pas marquer c'est ça, les invasions barbares. Ouais, là, c'est ça. Mais vraiment, un film québécois solide. Bref, dans la nuance qu'il va peut-être avoir, c'est que il faut pas bouder son plaisir, mais peut-être que des gens de 50+ vont être moins attirés par le film, par son image qui est très metal hardcore. Là. La musique va ailleurs, il n'y a pas que ça dans le film, mais il y en a évidemment, ça faisait partie, une part importante du budget, c'était pour acheter les droits des vraies chansons, pas juste avoir des espèces de remix refaites. Fait quelque chose qui ressemble à du Iron Maiden, puis là ça devient générique, le choix du président. Là. Fait que... il y a ça, mais je pense que toutes les 40, même 30 et moins, 40 et moins, là, ça va vous rappeler ce que vous avez connu, si vous avez déjà été plongeur, l'effervescence des bars d'un milieu de travail, des premiers emplois, comme ça aussi. Là. Fait que, bref, je ne peux que recommander Le Plongeur. Alors, restons au Québec avec le retour des Contes pour tous avec Coco Ferme de Sébastien Gagné. Oui, un premier film pour Sébastien Gagné qui a fait énormément de TV et de séries web. C'est drôle parce que le rôle principal ici dans Coco Ferme, c'est Oscar Desgagnés, lui qui avait débuté au cinéma avec Francis Leclerc dans son dernier film L'Arracheuse de temps, qui jouait le jeune Fred Pellerin. Alors là, le jeune Oscar Desgagnés, de son personnage Max, est un entrepreneur de 12 ans qui se voit forcé de fermer sa petite entreprise opérée dans son garage, probablement en ville, à Montréal, ce qu'on croit comprendre, ou en banlieue. Et il va déménager avec son père dans un petit village perdu en campagne, ce qui l'attriste beaucoup parce qu'il pense que tous ses rêves d'entrepreneur vont mourir là. Mais il va passer plus de temps avec son cousin Charles et découvrir un peu les poules, dire ben là finalement une poule ça pond un œuf à chaque jour, une douzaine d'œufs bio ça se vend à 7$, fait que si on en avait 500 on ferait 100 000$ par année, on se part une business, c'est ça mon étincelle. Sauf que là, fait qu'il va se faire appuyer de Charles, qui connaît le plus les poules et le monde agricole. Ils vont faire la rencontre aussi d'Alice, qui est plus une jeune YouTubeuse qui va les aider à mousser leur entreprise sur les réseaux sociaux. Et se lancer dans la production de la création, dans le fond, de cette ferme-là de 500 poules pondeuses, mais découvrir les aléas, en fait, de la business et que c'est pas aussi simple que 500 poules égale 100 000 $. Et qu'il y a des règlements aussi gouvernementaux à respecter. Donc, on ne réinvente pas la roue, on s'inspire allègrement du film du Conte pour tous, Tirelire, Combine et compagnie. D'ailleurs, c'est au générique, on le souligne aussi. Mais ça fait du bien, c'est quelque chose qui manquait à notre filmographie. Évidemment, les Contes pour tous ont marqué vraiment peut-être 2 générations de jeunes enfants québécois, les années 80-90. Ouais, pas mal les grosses années. Parce que les films... Il n'avait-tu des années 70 ou fin 60? Non, ça a commencé en 84, La Guerre des Tucs. Ah, c'était le premier. Ouais, c'était le premier. Mais il y a Opération Beurre de Pinot qui est comme un...
Il était-tu avant lui? Après, c'est le 3e. Ah, OK. Ouais. C'est bon. Je pense que c'était 86, celui-là. Donc, le dernier remontait quand même à 2014, qui était la gang des hors-la-loi. Et, puis il y avait un trou parce qu'avant, c'était la forteresse suspendue qui était genre 2004. Là, fait que, effectivement, au courant des années 2000, là, il y en a eu très, très peu. Donc, ça fait du bien de revoir ça. Donc, 25e production. Moi, écoute, les jeunes vont aimer ça, vont apprécier. C'est vraiment de qualité. C'est sweet. On a le sourire. Les jeunes comédiens sont très bons. D'ailleurs, j'étais content de retrouver Oscar Desgagnés qui était très bon dans La Rocheuse de temps. Très sympathique, une bonne bouille, très bon comédien aussi. Et moi, j'aime bien Joey Bélanger parce qu'on est fan chez nous de L'Œil du Cyclone dans cette série-là. Il y a quand même un style de delivery de jeu. Il joue beaucoup de personnages très angoissés. Mais il y a quelque chose, il y a une bouille sympathique, puis il y a un sens de la réplique assez intéressant. Ouais, c'est un peu le comic relief de l'histoire. Ça peut être Astérix et Obélix dans leur jeunesse, je pense, ces deux-là. Peut-être, ouais. Puis, ce qui est intéressant dans le jeu de Oscar Desgagnés, c'est que dans son personnage aussi, on comprend que sa mère est décédée récemment. Fait qu'il y a cette énergie puis cette passion-là pour l'entrepreneuriat, mais il y a aussi une relation plus difficile à la maison qui est un peu fermée avec son père. Son père essaie de s'ouvrir à lui, puis on comprend qu'il y avait une relation un peu tendue. Aussi tripartite, que c'était sa mère qui croyait le plus, qui l'encourageait dans ces affaires-là. Son père, plus terre à terre, dit ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. Fait que là, il manque un des coins du triangle, finalement. Une des pointes. Non, il y a de belles séquences, honnêtement, assez attendrissantes, je dois dire. Oui, et chez les adultes, justement, il y a principalement Benoît Brière, qui est au générique avec eux, qui est comme lui qui est un peu en train de se repentir, c'est ce qu'on va comprendre, qui va les aider dans la construction des choses, utiliser sa camionnette pour faire la livraison. Et on va comprendre qu'il a perdu sa boucherie, il a des problèmes de boisson, il est en relation assez froide avec ses enfants. Fait que peut-être qu'il essaie de se repentir tranquillement comme ça. Et ils veulent protéger le trio des poules qui ont pris de la cocaïne. Non, c'est ça. On mélange tout ensemble. Puis j'aime bien aussi Steve Laplante parce que le jeune Desgagnés, qui est son idole, est Louis-Armand Bombardier, c'est ça? Louis-Joseph Bombardier? Joseph Armand Bombardier. Ouais, je pense que c'est ça. Qui est l'inventeur de la motoneige, normalement, de la compagnie Bombardier, qui est personnifié par Steve Laplante. Fait que c'est lui, il va se l'imager des fois comme qui lui discute, puis comme non, lâche pas ta motivation. Moi, je cherchais qu'est-ce que le monde avait de besoin, puis je créais ça plutôt que créer quelque chose, puis leur forcer des affaires de même. Fait qu'il est juste en interaction, juste avec Desgagnés à ce moment-là. Petit caméo, justement, de Vincent Bolduc. On parlait du tirelire Combine et compagnie. Bon, il y a un petit moment où il fait le gérant de l'épicerie quand il veut y vendre ses œufs. Et c'est pas mal ça, très sympathique. C'est peut-être plus un 8 ans et plus, je dirais, à peu près, pour apprécier ça. Puis tu sais, il y a des petites notions financières, il y a des belles idées sur l'économie, pas l'économie, mais l'agriculture. L'économie pas nécessairement, c'est ça, pas nécessairement peut-être. bio, mais juste le bon soin des animaux, de pas aller dans une industrie, il y a un homme qui parle à un moment donné, qui a l'industrie de poules, il y en a 50 000 ou 25 000, mais tu sais, ça devient très dénaturé, c'est toutes des poules dans des cages, c'est plus, non, il faut qu'elles soient heureuses, il faut qu'elles soient libres, il faut que... oui, il y a de l'argent à faire, mais on le fait parce que tant que les animaux ont du bon soin, tant qu'on est capable de offrir les œufs aux gens, le but, c'est pas de faire plus d'œufs qu'on en a besoin, etc. Donc, avec la relâche qui débute dans certaines régions du Québec, ce serait peut-être le film familial à voir, mais assurément, vraiment, une comédie de bons sentiments, bien sympathique pour les enfants. Oui, pour la et famille. si je me trompe pas, là, c'est distribué par TVA Film et du côté de La Fête, justement, qui est la compagnie qui a les comptes pour tous. On en a déjà un prochain là, qui est en branle, fait que je pense qu'on essaie de relancer la machine des comptes pour tous, ce qui est une bonne chose. On avait déjà discuté précédemment que du film jeunesse québécois, il s'en faisait pas assez. C'est sûr qu'en animation, c'est plus coûteux, mais en prise de vue réelle, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ouais. Et je le souhaite tout le succès possible au film, surtout que c'est une très bonne période, comme tu as dit, de par les semaines de relâche. Parce qu'on pense à Pas de chicane dans ma cabane, qui était sorti en juin, qui avait vu pas de succès, malheureusement. Et pourtant, c'était un très bon film, très sympathique. Vraiment, vraiment, oui. Je suis sorti peut-être au mauvais moment.
Dans les autres sorties, ben justement, il y a un film d'animation québécois qui prend l'affiche des productions 10e Avenue basées à Saint-Augustin, à Québec. Qu'attaque le brave Beluga, qui est, je n'ai même pas noté, mais le comme 5-6e film justement de 10e Avenue. Oui, ils sont assez 1 ou 2 ans à peu près. Ouais, 2-3 ans. Fait que oui, voilà. Il y avait le dernier était Félix et le trésor de Morga qui était sorti devait sortir en 2020. Je pense, puis avait été ou devait sortir 2021, a été repoussé, finalement était sorti l'an dernier en 2022. Mais là déjà qu'Attaque est prêt évidemment. Nicolas Remire le tourne à la réalisation, en fait à la co-réalisation avec Christine Dallaire-Dupont qui est en animation, c'est souvent le cas, c'est des anciens animateurs qui deviennent éventuellement réalisateurs, fait que ils ont du métier derrière la cravate. Ici, on va suivre Qu'Attaque, qui est un jeune beluga mâle, mais qui tarde à grandir et changer de couleur. Donc, il est encore petit et gris, alors qu'il devrait être un peu plus grand et blanc. Fait que il se fait pas mal écœurer pour ça. Donc, au lieu de se tenir juste avec les mâles, qui sont un peu... mais pas ostracisés, mais qui vivent à part, il vit encore avec les femelles, puis les mères et les grands-mères belugas. Fait que il va décider de nager courageusement, seul, jusqu'en Arctique, afin d'exaucer le dernier souhait de sa grand-mère mourante, qui est de retrouver son amour de jeunesse. Fait que donc, essayer d'aller trouver un autre banc de belugas. Fait que c'est vous comprenez tout de suite une histoire de détermination parce que son voyage va être parsemé d'embûches, d'amis et d'ennemis. Donc, voilà. Fait que sur l'acceptation des différences, etc. Quand on parlait que Coco Ferme était plus 8-9 ans et plus, ben ici, on est peut-être dans le plus jeune. Je dirais jusqu'à justement 8-9 ans. Là. Par les images, c'est ce que ça donnait comme impression d'ailleurs, là, que c'est un public un peu plus jeune. Oui, voilà. Il y a des voix, c'est Alexandre Bacon, peu connu, qui fait la voix de Qu'Attaque, mais il y a Benoît Brière qui fait des voix à Martin Drainville, Ludivine Redding, Ginette Renaud, je pense, c'est les premières fois qui joue la dite grand-mère, et Guylaine Tremblay qui joue la mère donc, de Qu'Attaque. Scénario d'André Lambert qui est elle a pas fait... C'est son premier film, mais elle travaille dans le jeunesse. J'ai vu qu'elle est scénariste pour Toc Toc Toc, Cornemuse, Macaroni, tout garni et donc tout. Une bonne feuille de route. Ouais, voilà, on sait parler à son public. Et c'est ça. Puis on met aussi au travers des valeurs humanistes assez universelles. C'est sûr que le sous-texte écologique qui est assez clair, qu'on voit on est dans le fleuve Saint-Laurent, sur la sécurité du fleuve, on parle de l'augmentation du trafic maritime dans le Grand Nord qui devient un problème, les impacts de la pêche, des choses comme ça. Fait que c'est une belle ouverture pour les jeunes, mais il y a quand même aussi des très beaux moments d'animation visuelle. Là. Il y a une course dans les algues fluo, il y a des méduses colorées, il me semble qu'il y a des aurores boréales, des narvals lorsqu'il arrivera vers le Grand Nord. Fait que, même principe pour Qu'Attaque, je sais pas si les deux distributeurs sont contents d'avoir sorti leur film à peu près en même temps, mais on comprend le timing pour la relâche pour la période. Tout à fait. Pour le film d'animation, quand même, là, il y a un bon terrain de jeu parce que déjà, le 3e chapoté, ça remonte à Noël, puis il n'y a pas eu d'autres films d'animation. C'est le 2e chapoté en passant. Ah, le 2e, excuse-moi. Ben oui, le prochain, c'est Mario Bros en avril, fait donc, que ça fait du 109. Ça sort un bon moment. Mais de toute façon, peut-être que vous aurez l'occasion d'aller au cinéma 2 fois, fait que ça vous fait 2 offres québécoises à aller, pas juste encourager, mais apprécier, en fait, tout simplement. On a le nouveau jouet, qui est une nouvelle take, une nouvelle adaptation du fameux film de 1976, Le Jouet. Je me souviens plus par qui ça avait été. Francis Weber, qui était avec Pierre Richard, qui est une comédie iconique en France, que malheureusement j'ai pas vu, mais j'ai vu Le Nouveau Jouet, et je crois que c'est quand même quelques coches en dessous, comme on dit. C'est James Hutt, réalisateur qui a fait Brise de Nice et Lucky Luke, fait que c'est comme des films à grand déploiement, mais pas nécessairement des succès, là. Sur le point de devenir père, un homme endetté, joué par Jamel Debbouze, accepte d'être vendu pour quelques jours comme jouet à un fils d'un milliardaire qui a récemment perdu sa mère. Fait qu'on va mettre là-dessus un clash social entre les classes sociales, donc Debbouze qui vit dans un quartier style HLM. Et avec sa femme enceinte et sur le point d'accoucher, à quelques semaines d'accoucher. Et l'autre qui travaille pour finalement le milliardaire qui possède, entre autres, l'entreprise
qui fait travailler tout son cercle d'amis à Debbouze, mais qui est fermé, qui est gréviste. Sa femme à Debbouze est une des grévistes très impliquées, très militante là-dessus. Lui est tenu dans le secret de dire, finalement, je fais de l'argent avec celui qui est en train de vous empêcher, vous, de gagner votre vie. Fait que toute cette dynamique-là est très intéressante, mais c'est peut-être pas assez approfondi. On reste dans les gags entre cet enfant-là qui est un peu ostracisé, qui est très froid, qui a perdu quand même goût en rire puis avoir du plaisir. Relation très difficile avec son père. Fait que Jamel Debbouze va devenir un peu je sais pas comment dire, mais la personne entre l'arbre et l'écorce, là, entre le fils et le père pour essayer de rallier les deux, mais que ni un ni l'autre trippe tant que ça dessus. Fait que toi, t'as vu aussi Nouveau Jouet? Oui, c'est ça, effectivement. Moi, je dirais que c'est un film qui navigue un peu entre la comédie et le drame quand même. Il y a certains des moments un peu lourdeaux que je suis pas sûr des jeunes enfants vont nécessairement apprécier. Donc, soyez conscients d'amener peut-être des enfants un peu plus vieux. Moi, je dirais même un 10 ans et plus. Là. Je pense que sinon, les plus jeunes, je pense qu'ils vont s'y perdre un peu parce qu'il y a un dialogue quand même, un parler qui est assez adulte, qui je pense qu'il n'est pas destiné à un jeune public. C'est peut-être une petite faille du film, je pourrais dire. Et ouais, c'est ça. Et pour les fans de Jamil, je pense que vous allez aimer. Ceux qui ne l'aiment pas à la base, vous allez avoir peut-être un petit peu plus de difficultés avec le personnage. Il est encore lui-même. Là, il y a un certain charisme, ça c'est sûr. Personnellement, je pense que c'était peut-être pas le meilleur choix. Je pense que Pierre Richard avait une espèce d'aura, de charisme. Je pense qu'il jouait bien ce côté-là abruti un peu, mais attendrissant. Ce qui fait un peu défaut. Mais il y a toujours cette idée. Je pense pas qu'on devrait jamais refaire des remakes de bons films. On parlait du Seigneur des Anneaux tantôt. Ouais. On fait des remakes de films qui avaient des bonnes idées, mais qui ont été ratés ou pas menés à 100%. C'est sûr, ici, on a modernisé. On n'a pas fait exactement la même histoire, mais faut pas s'attaquer à des films emblématiques. Tu peux que te casser la gueule. Le meilleur succès que tu peux avoir, c'est qu'on dise « Ah ouais, c'est aussi bon, mais je préfère quand même l'original. » C'est que du risque, puis aucun reward, comme on dit, rien de gratifiant. Mais bon, on l'a essayé et c'est disponible ici, mais dans l'offrande de la fin de semaine, comme on disait, tu pars avec Katak pour les plus jeunes, t'as Coco entre les deux, puis t'as un Nouveau Jouet qui est plus, peut-être un 10 ans et plus à ce moment-là. Il y a le drame biographique Emily de Frances O'Connor, qui prend l'affiche à Montréal et qui devrait ouvrir peut-être dans les prochaines semaines au travers, mais je pense que ça va rester une sortie assez limitée. Je sais même pas s'il existe une version sous-titrée ou si c'est juste en anglais. Okay. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que c'est Emma Mackey qui tient le rôle principal, celle de Emily Bronte. Et elle vient de remporter au BAFTA le prix de... Je sais plus comment ils appellent ça, le Rising Star, là. Donc l'étoile montante à surveiller. Puis elle fait, on la connaît pour Sex Education beaucoup, mais elle était quand même dans Eiffel récemment, Mort sur le Nil 2. Non, Mort sur le Nil, dans le fond, c'est le deuxième déjà. Puis elle va être dans le prochain Barbie, et je me souviens que tu trouves qu'elle ressemble à une jeune Margot Robbie, mais tu n'es pas le seul, et je pense que c'est pour ça qu'elle va se retrouver dans Barbie. Elle, puis Samara Weaving, puis toutes ces actrices-là peuvent être mélangées. Puis elle a grandi à Paris. Elle est née. Fait que je pense qu'elle a un parent français puis un parent britannique. Fait qu'elle est fluente dans les deux langues. Vraiment. Écoute, moi j'ai connu par Sex Education et je n'aurais jamais cru qu'elle était française ou qu'elle pouvait parler aussi bien le français. Puis on le voit dans le film de Emily parce que comme elle et ses sœurs et son frère, ils ont quand même assez d'argent, ils ont une bonne éducation, fait qu'ils apprennent le français. Puis au long du film, on voit son français qui s'améliore, donc on comprend qu'elle l'a toujours bien parlé. Je connais très peu Emily Bronte, autre que par Wuthering Heights en anglais. Ouais, c'est Wuthering Heights qui est Les Hauts de Hurlevent. C'est ça, Les Hauts de Hurlevent, comme un culte. Mais... Je dirais que c'est le livre le plus populaire. C'est le seul livre qu'elle a écrit, en fait. Parce que tout le monde mourait de la tuberculose à cette époque-là, et du choléra, et de ce genre de... Donc elle est décédée jeune? Oui, à 30 ans. Okay. C'est un roman qui était paru en 1847. Là. Fait que ce qu'on va suivre ici, c'est la mode, là, c'est un film biographique, mais très romancé.
Fait que qu'est-ce qui aurait pu arriver à peu près? C'est un fanfiction sur la jeunesse ou ce moment-là, la fin de sa vie de Emily Bronte. Fait que elle va vivre un amour interdit avec un vicaire qui est comme un genre d'homme de religion, là, genre pas tout à fait un prêtre, là, je sais plus exactement où ça se place dans toute la hiérarchie. Et c'est une passion qui devient un peu interdite, qui va lui inspirer son chef-d'œuvre, le livre Léo du Hurlevent, qui a été adapté 4-5 fois aussi au cinéma. Ça fait longtemps, on est dû. Sûrement qu'il va y avoir une nouvelle adaptation bientôt. C'est un roman qui a vraiment choqué beaucoup de lecteurs à l'époque parce que c'est là qu'on a manqué de respect pour les conventions morales qu'on disait, puis il y a une certaine noirceur dans les personnages et les situations. Fait que je pense que ça en fait ouvert le style d'écriture, mais sur le coup, ça l'a choqué les gens. Mais c'est devenu un super hit, ce truc. Je savais même pas que ça existait, je savais pas du tout c'était quoi, puis je suis content de voir que tout le film m'a appris ça. Je sais pas si je vais m'attaquer à cette lecture, parce que je suis pas tant un grand lecteur, mais peut-être essayer de trouver la meilleure adaptation cinéma qui avait été faite. Et Frances O'Connor, qui a scénarisé et réalisé le film, d'habitude est une comédienne aussi britannique, qui est le genre de personne qui joue dans comme 55 films, mais que de même on sait pas c'est qui, mais ah oui, cette face-là. Bref, c'est ça, fait que normalement Bronte était très réservée, elle l'est aussi dans le film, mais toute cette histoire de passion-là, je pense qu'on s'est égaré des faits historiques juste pour... Comme si elle avait un peu vécu ce qu'elle mettrait dans le film, finalement, puis avec tout ça, la mort de quelques membres de sa famille, de son entourage autour de ça, de choléra, de tuberculose et de maladies de l'époque. Puis c'est fou, parce qu'elles sont toutes auteurs, autrices. C'est ça, elle a une sœur. Elle a deux sœurs qui sont aussi autrices. Elle est comme au milieu, puis ils ont un frère, je pense, qui est plus vieux ou plus jeune. Okay. Ouais, c'est Charlotte Bronte, je pense, une des... Ouais, puis l'autre, Anne, je pense. Anne, je connais ça. Anne ou Annette, là, quelque chose comme ça. Fait que, bref, c'est ça pour Emily. Réalisation assez classique, mais audacieuse dans certains points de vue, certains petits plans séquences, trucs comme ça. Le public qui aime les films historiques, de romance. Ouais, c'est sûr qu'en reconstitution... C'est 4 filles du Docteur Match, genre. Oui, moins cutie joyeux, là, moins rassembleur comme ça. Là, on est plus dans le drame romantique biographique, disons. Excellent. Et Mackay joue très très bien là, des scènes de toutes les gammes d'émotions. Voilà. Fait que c'est ça pour les sorties de la semaine. J'ai pas recensé de documentaire pour toi cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Probablement qu'il va en avoir 3 une autre semaine à ce moment-là. La semaine prochaine, on a entre autres Creed 3, de première réalisation pour Michael B. Jordan, qui est rendu le porte-étendard de cette franchise. On dit beaucoup de bien d'ailleurs. Les premières critiques sont sorties hier et ça semble une belle réussite. Ça a l'air que ça mène la franchise un peu ailleurs, donc j'ai hâte de voir ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu connais pas mal toutes les Rocky. Tu as vu les autres Creed, fait que toi, tu vas aller comme le fan qui attend la suite. Ouais, moi, j'ai vu 2-3 Rocky il y a comme 15 ans. J'ai pas vu les autres Creed. Là, je pensais que j'aurais le temps d'écouter au moins les Creed, mais là, tu me rappelles que les Oscars s'en viennent, fait que je vais plutôt mettre mon temps personnel sur mon rattrapage de films américains d'Oscars. Fait que je pense que je vais y aller comme... Est-ce qu'on peut apprécier Creed 3 sans rien connaître du reste? Alors, ça sera intéressant d'en débattre. À suivre la semaine prochaine. D'ici là, écrivez-nous au balado au singulier @monciné.ca. Et procurez-vous le magazine Mon Ciné gratuitement, qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. D'ailleurs, le nouveau volume, la nouvelle édition pour mars-avril est partie sous presse cette semaine. Fait qu'elle va arriver la semaine prochaine, d'habitude, pour le début mars, avec Éric Bruno en couverture, lui qui sera à la tête d'affiche de Confession. Crépuscule Pointueur, ouais, j'ai tout mélangé, les deux films de gangsters, mon erreur. Alors, bref, et sinon, l'édition avec Catherine Brunet est encore disponible s'il en reste. Hâtez-vous. Sinon, vous pouvez le consulter en numérique sur le monciné.ca. Et sur ça, on vous souhaite bonne relâche, bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais vous allez faire une randonnée en forêt, amenez peut-être un petit sac de poudre, ça peut vous sauver la vie.